Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les parlementaires, messieurs les officiers généraux, mesdames les ambassadrices, messieurs les ambassadeurs, mesdames, messieurs, chers amis. Et puis, dernier point sur contribution à rendre la France plus forte et participer à justement son influence et son rayonnement, c'est au-delà de ce que j'ai pu dire, d'assumer totalement une stratégie d'influence et de rayonnement de la France. Ça, c'est au cœur de notre stratégie et ça permet de rendre la France plus forte. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Nous avons besoin d'avoir des instruments de communication qui disent ce que fait la France en vrai et qui relaient notre action, l'action de nos écrivains, de nos artistes, de nos sportifs et de nos diplomates. Bon, alors, vous avez entendu ce qu'a dit Vercingétorix ? Je suis sûr que vous n'avez pas fait attention à deux points essentiels. On va se les réécouter quand même. Alors, premièrement, c'est parti. D'assumer totalement une stratégie d'influence et de rayonnement de la France. Deuxièmement, le voici. Et à cet égard, nous devons beaucoup mieux utiliser le réseau France Média Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous. Donc, Mr. the President est en train de nous expliquer que pour le rayonnement et l'influence de la France, il faudra s'appuyer sur le réseau France Média. Le réseau France Média, c'est une flotte composée de 2 corvettes et d'un bateau amiral. Alors les 2 corvettes, c'est RFI, que tout le monde connaît. Une autre un petit peu moins connue qui est Monte Carlo Daulia, en arabe. Et le porte-avions essentiel, France 24. Et sur ce porte-avions, moins connu, il existe France 24 espagnol, destiné surtout aux pays d'Amérique latine. Et cette fameuse chaîne nous a pondu un petit document de 5 minutes sur le Sahara occidental marocain. Un petit document bourré d'amalgames, d'imprécisions et même de mensonges. Et c'est ce que nous allons décortiquer juste après cela. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, comme je le disais en introduction, le sujet, c'est un petit document de France 24 Espagne. Il s'agit d'un petit documentaire de 5 minutes qui s'appelle 5 minutes, comme son nom l'indique, réalisé par France 24 qui d'habitude s'attelle à des sujets divers, politiques. Cette fois-ci, le sujet, c'était l'affaire du Polisario, l'histoire du Polisario. À vrai dire, c'est la presse marocaine qui a soulevé le lièvre. Cela a attisé ma curiosité, je suis allé voir. Et croyez-moi, c'est un véritable scandale. Si je vous ai fait toute une introduction avec ce qu'a raconté notre ami Macron du rayonnement de la France et de l'influence de la France, justement de France Média Monde, c'était pour vous montrer la face cachée de cette diplomatie et le fond de la pensée française concernant ce dossier. Ce document n'est bien sûr ni une coïncidence, ni un hasard, et c'est un véritable scandale. Voyez par vous-même et on en reparle juste après. Un conflit territorial qui dure depuis 5 décennies. Des centaines de milliers de réfugiés civils et un réseau d'intérêt pour des pays comme l'Espagne, la France et les États-Unis sont quelques-uns des ingrédients du conflit complexe du Sahara occidental. Dans ce reportage de 5 minutes, nous expliquons ce qu'est ce territoire stratégique, pourquoi il y a un conflit armé entre le Front Polisario et le gouvernement de Rabat, et quel est le rôle de la communauté internationale dans ce conflit, et pourquoi il est si important. Il est bordé au nord par le Maroc, à l'est par l'Algérie et au sud et au sud-est par la Mauritanie. Il a été une colonie espagnole de 1884 à 1945, lorsque l'Espagne a décidé de quitter le territoire sans avoir organisé au préalable le référendum promis sur l'indépendance de la région. Hop. L'Espagne, comme ça, se réveille un bon matin et décide de se retirer de son Sahara. Non, c'est pas exactement comme ça.
C'est dans les années 60 et à la demande expresse du Maroc à l'ONU de placer ce territoire sur la liste des territoires non autonomes, donc à décoloniser. Et plus tard, en profitant d'un Franco agonisant, le roi Hassan II décidera de la marche verte pour justement retrouver ces territoires. Allez, on continue. Après le retrait espagnol, le Maroc et la Mauritanie se sont disputés la souveraineté sur le territoire. Mais c'est le roi du Maroc Hassan II qui a encouragé des dizaines de milliers de ses citoyens à s'installer au Sahara occidental dans le cadre d'une mission appelée Marche verte. Faux. Le roi Hassan II n'a pas envoyé ses citoyens dans une mission pour s'installer au Sahara. Le roi Hassan II a décidé d'une marche pacifique pour la récupération de son territoire. Et cela s'est fait durant justement cette fameuse marche verte. Et les citoyens qui sont partis dans le cadre de cette marche n'y sont pas allés pour s'installer au Sahara. Une fois la mission accomplie, c'est-à-dire le territoire récupéré, tous ces gens sont revenus chez eux tranquillement et en sécurité. Poursuivons. À partir de 1976, le Front Polisario, mouvement indépendantiste, proclame la République arabe sahraoui démocratique et lance une guérilla contre le Maroc et la Mauritanie qui durera 16 ans. Mais le Maroc a riposté et a progressivement gagné du terrain dans les années 1980. Il contrôle aujourd'hui la majeure partie du territoire. La majeure partie de la population sahraoui a fui pendant la guerre et aujourd'hui, quelques 113 000 personnes vivent dans des camps de réfugiés à Tindouf, en Algérie. Alors, là encore, 2 points importants. La petite dame nous parle de 113 000. Il y a une petite erreur. Il s'agit au fait du chiffre de 173 600 très exactement, à réfugiés. D'où sort ce chiffre? Bien, il s'agit d'un recensement du HCR pour le compte de l'ONU en 2018. Mais en réalité, il s'agit d'estimation. Je répète, il s'agit d'estimation. Parce que dans les 173 000, croyez-moi, il y a de tout. Il y a du Malien, du Niger, du Touareg, de l'Azawad, du Mauritanien, enfin de tout. Le seul recensement digne de ce nom qui a jamais été fait sur ce territoire, on le doit aux Espagnols à l'époque du Sahara espagnol. Et ces gens-là avaient compté à peu près 70 000 Sahraouis. Deuxième point, d'un autre côté, la petite dame nous dit que tous ces Sahraouis, pratiquement, c'est ce qu'on comprend de son texte, se sont enfuis et qui se sont retrouvés justement à Tindouf. Un aussi grand nombre, vous imaginez, 170 000. Comment ils ont fait pour fuir du Sahara occidental? À pied? Non, bien entendu. À l'époque, ils étaient aux alentours de 70 000. Quelques milliers ont fui et surtout quelques autres milliers ont été transportés manu militari par les Algériens vers les camps de Tindouf. Et c'est l'inverse de ce que dit la petite dame. C'est l'immense majorité qui est restée sur le sol marocain. Allez, poursuivons. En 1991, les Nations Unies ont négocié un cessez-le-feu entre les parties. L'accord prévoyait un référendum sur l'autodétermination du Sahara occidental, qui ne s'est jamais concrétisé, principalement pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il n'a pas été possible d'effectuer un recensement de la population sahraoui, mais surtout parce que le Maroc s'oppose catégoriquement au référendum. Alors, elle vient de dire exactement parce qu'il n'a pas été possible d'effectuer le recensement. Contradiction avec ce qu'on vient d'entendre. Et ce qui prouve bien ce que je disais tout à l'heure. Le recensement des 173 600 est une estimation. Secondo, elle dit que le Maroc se refuse à ce référendum. Aujourd'hui, oui. Mais à l'époque aussi, il s'y refusait à cause justement de l'impossibilité d'effectuer un véritable recensement. De toutes les façons, aujourd'hui, c'est carrément impossible.
Parce qu'on se retrouverait avec des questions de qui est et qui n'est pas sahraoui véritable par rapport au recensement espagnol. Poursuivons. Après 30 ans de cessez-le-feu, le conflit a repris en 2020, lorsque les troupes marocaines ont investi le poste frontière de Guerguerat, contrôlé par le Maroc, et que le Front Polisario a mis fin au cessez-le-feu. Au milieu de ce conflit, les ressources naturelles sont un élément clé de la région. Elle est riche en phosphate de haute qualité, essentielle à la production d'engrais et très recherchée par l'industrie agroalimentaire. Le Maroc contrôle les 3/4 des réserves mondiales de phosphate de haute qualité, dont les exportations représentent 5% du produit intérieur brut du pays. Ah, les fameuses ressources naturelles. Nous y voilà donc. Alors on comprendrait, d'après ce que dit la petite dame, que les fameux 70% de réserves mondiales du phosphate se trouveraient dans le Sahara. Et que pratiquement 5% du PIB du Maroc serait tiré aussi du Sahara. Faux, archi faux. Alors, c'est quoi l'histoire? Il existe une usine, c'est vrai, d'extraction de phosphate depuis les années 60. C'était une usine espagnole, créée en 1962. Après 75, le Maroc y a pris part, 35% très exactement. Et ce n'est que dans les années 80 qu'il a fini par acheter toute la société. Dans un premier temps, la société était déficitaire durant des années, jusqu'aux années 2000 très exactement. Et après quoi, c'est pratiquement du social qu'elle fait. Ceci pour le premier point. Deuxième point, question des réserves. Le Maroc exporte 30 millions de tonnes. Cette usine n'en produit que 2. Donc vous voyez que, amalgame sur amalgame, on finit par penser autre chose. Allez, poursuivons. Une autre ressource qui a alimenté les caisses de Rabat ces dernières années est l'hydrogène vert utilisé dans le domaine des énergies renouvelables. Hop, 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 hop. Ah, celle-là, elle est bonne. Hein. Alors, comme ça, on aurait de l'hydrogène vert. Eh ben, on ne le savait pas. C'est une bonne nouvelle, hein. N'importe quoi. C'est là où, comme je vous le disais au tout début, là, on atteint carrément le mensonge. Le Maroc a effectivement l'ambition de produire de l'hydrogène vert. Il a initié plusieurs projets, dont le plus fameux, c'était avec les Allemands, qui a capoté justement au moment où le Maroc avait coupé ses relations avec l'Allemagne. Depuis, on parle d'un certain projet avec les Belges. Mais jusque-là, il n'y a aucun projet opérationnel. Aucun. Enfin bon, poursuivons. Le Maroc contrôle actuellement l'extraction de ces ressources ainsi que les abondantes zones de pêche au large des côtes du Sahara occidental. Le Front Polisario dénonce le fait que le Maroc exploite ou accorde des concessions à des entreprises. Il dénonce le fait que Rabat utilise ces ressources pour financer l'occupation de la région alors qu'une grande partie de la population sahraoui vit dans des camps de réfugiés algériens selon par la communauté internationale. Encore un amalgame. La petite dame laisse entendre que ce serait justement avec ces fameuses ressources naturelles que le Maroc investit dans ces provinces du Sud. Faux. Il en faudrait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Normal. Rien que pour le programme 2016-2021, c'est aux alentours de 10 milliards de dollars sur 600 projets. Et c'est pas avec la pêche qu'on va réussir ça. En ce qui concerne la pêche, elle produit 45 000 emplois directs et indirects. Voilà les faits concrets. Deuxièmement, question développement. Le Maroc a réalisé aux alentours de 3000 kilomètres dans ces mêmes provinces. Dans la plus fameuse, la voie express qui va de Agadir jusqu'au fin fond du Sahara, c'est-à-dire à Guerguerat, avec un trajet d'environ 1000 kilomètres. Voilà ce que fait le Maroc. Et si on devait comparer avec ce que c'était le Sahara, ce que nous a laissé l'Espagne, ce serait ridicule, ce serait des dizaines de milliards d'investis. Et ce n'est ni cette pêche, ni la fameuse usine de phosphate qui ont réalisé tout cela. Allez, on continue.
Le Maroc affirme que la région lui appartient et a proposé un plan d'autonomie pour le Sahara occidental qui stipule qu'il serait sous domination marocaine mais aurait un gouvernement autonome. Le problème est qu'il existe de nombreuses ambiguïtés quant au degré d'autonomie dont il bénéficierait réellement et que le Front Polisario rejette catégoriquement la proposition. Alors comme ça, il existerait de nombreuses ambiguïtés dans ce plan d'autonomie. Ben moi, je n'en vois qu'une seule d'ambiguïté. C'est dans la position française, justement. C'est elle qui est vraiment ambiguë. Poursuivons. Les Nations Unies considèrent le Sahara occidental comme un territoire non autonome, mais reconnaissent son droit à organiser un référendum pour déterminer son indépendance. Faux. Ou au minimum tendancieux. Pour l'ONU, ce territoire est non autonome. On en a parlé au tout début de la vidéo. C'est normal, c'est le Maroc qui avait même demandé qu'on inscrive ce territoire sur la liste des territoires non autonomes afin qu'il soit décolonisé. Maintenant, ce qui concerne le terme référendum, ce mot n'apparaît plus sur aucune résolution depuis 2001, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans. Il fallait le préciser. Poursuivons. Toutefois, ces dernières années, plusieurs nations ont exprimé leur soutien au Maroc. Nombre d'entre elles ont des entreprises implantées dans la région et exploitent ses ressources, notamment en Espagne, en France et en Allemagne. En 2002, l'administration Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le territoire après que Rabat a accepté de normaliser ses relations avec Israël. Plus récemment, l'Espagne a soutenu le plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental en échange d'un contrôle accru de Rabat et de la rétention de ses citoyens avant qu'ils ne cherchent à rejoindre l'Espagne via les villes autonomes de Ceuta et Melilla. Auparavant, le Maroc avait laissé entrer des milliers de migrants en quelques jours en réponse à la décision de Madrid d'autoriser le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, à recevoir une aide médicale sur son territoire pendant la pandémie, ce qui a tendu les relations entre les deux pays pendant des mois. La France et l'Allemagne ont également apporté leur soutien au plan d'autonomie proposé par Rabat pour le Sahara occidental. La France et l'Allemagne ont également apporté leur soutien au plan d'autonomie. Pour l'Allemagne, oui. Pour la France, faux. Ce n'est pas vrai. Et pour être très exact dans les termes, l'Amérique a, elle, tout simplement reconnu le territoire marocain. L'Espagne considère la solution marocaine comme étant la base la plus sérieuse et crédible. Et l'Allemagne la considère comme une bonne base sérieuse et crédible. Par contre, la France s'en tient toujours au texte officiel de l'ONU qui précise simplement que la solution viendrait d'un accord pragmatique, réaliste, mutuellement acceptable entre les deux parties. Voilà la réalité. Allez, poursuivons. Les deux pays ont d'importants investissements dans la région. Par ailleurs, l'Union européenne a signé un contrat de pêche dans les eaux de la région, que le Front Polisario dénonce comme étant illégal, et la partie algérienne soutient le mouvement par des armes et détient des intérêts dans les ressources de la région. C'est pourquoi le Maroc demande que l'Algérie soit reconnue comme acteur du conflit. Le Maroc exige que l'Algérie soit reconnue comme acteur du conflit, ce qu'Alger et le Polisario refusent. Aujourd'hui, face aux multiples intérêts internationaux, la perspective de l'indépendance s'éloigne de plus en plus. La mission de l'ONU mise en place pour organiser un éventuel référendum, la MINURSO, se limite désormais à surveiller la situation. Au Conseil de sécurité de l'ONU, le mot référendum n'apparaît plus dans les textes adoptés année après année sur le conflit. C'est devenu un scénario subi par la population sahraoui et confortable pour les intérêts internationaux. Voilà. Alors, j'aurais pu relever d'autres détails, comme par exemple l'histoire de Brahim Ghali, que le Maroc aurait refusé que l'Espagne le reçoive pour une aide sanitaire. C'est pas du tout ça. Le Maroc avait vraiment les boules, parce que l'Espagne reçoit un criminel, un gars condamné chez eux, qui en plus de ça était rentré avec un faux passeport, et qui en plus l'ennemi public numéro 1 du Maroc.
C'est pas vraiment amical. Et le Maroc avait toutes ses raisons. Enfin, voilà, pour ne pas trop alourdir la vidéo, j'ai pas voulu en rajouter. Bon, messieurs, je crois que j'ai tout dit. Si, peut-être un petit détail. Pour la réalisation de cette vidéo, il a fallu transcrire, traduire, synchroniser et surtout se documenter. Alors, messieurs, s'il vous plaît, abonnez-vous. Allez, à ciao et à la prochaine.